Ben voilà, bonjour à tous. Je vous apporterai la semaine prochaine une liste de références sur lesquelles le cours se base. Et avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions concernant les deux cours précédents? Elles peuvent venir plus tard, hein. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc aujourd'hui, je vais redériver l'analyse de Belinsky, Lifshitz et Kalatnikov, mais en utilisant une approche qui fait apparaître des billards dans l'espace hyperbolique. Je vais montrer en fait que la dynamique de la gravitation, à la limite où on tend vers la singularité de genre-espace, peut être réexprimée en termes de mouvement d'une particule dans un billard qui est une portion, une région de l'espace hyperbolique dans une dimension qui dépend de la dimension de l'espace-temps et du contenu en champ de la théorie considérée. Et c'est cette reformulation en termes de billard dans l'espace hyperbolique qui en fait fait le lien avec ce qu'on appelle les symétries cachées. Et donc elle est intéressante à plus d'un titre. D'une part, elle permet d'avoir une description relativement simple de la dynamique. En termes d'objets connus, elle permet aussi de faire le pont vers les théories du chaos, puisque les mouvements dans un billard hyperbolique, ça a été particulièrement étudié de ce côté-là. Mais de notre point de vue, ce qui nous intéressera particulièrement, c'est le lien avec... on va voir apparaître des structures qui sont directement liées à des algèbres infinidimensionnelles. Bien. Alors, pour faire apparaître, pour reformuler la dynamique de la gravitation en termes de billard hyperbolique, je vais utiliser la formulation hamiltonienne de la gravitation. Donc, la première chose que je vais faire, c'est vous expliquer comment les équations d'Einstein peuvent être écrites sous forme hamiltonienne. Et je ne vais pas le chercher à le faire en général, mais je vais le faire uniquement dans le cas de coordonnées gaussiennes. Donc le point 1, donc forme hamiltonienne donc des équations de la gravitation. Et en fait, je vais considérer la gravitation couplée à la matière d'emblée, à des dimensions, donc grand D dimension d'espace-temps, qui est petit d plus 1. Donc petit d, c'est la dimension d'espace, grand D, c'est la dimension d'espace-temps. Et donc je vais supposer qu'à côté de la métrique, j'ai de la matière, qui sera décrite par un champ scalaire. Il peut y en avoir plusieurs, mais enfin je vais en écrire uniquement un seul. Et puis des p-formes. Le p-forme, donc, c'est des tenseurs antisymétriques. Et pourquoi je considère ce contenu en champ? Parce qu'on est capable de coupler ces champs à la gravitation de manière très simple, par le couplage minimum. Pour les champs de spin plus élevés, c'est plus compliqué, mais donc je ne vais pas reconsidérer ces extensions plus compliquées et d'ailleurs pas encore bien comprises. Donc j'ai la gravitation, des champs scalaires, des p-formes. Et je suis à grand D dimension d'espace-temps, donc l'action à la forme suivante. Alors, donc ici, c'est pour distinguer le déterminant de la métrique d'espace-temps de celui de la métrique d'espace. Donc, quand il y a une ambiguïté, je précise qu'on est... Puis moins 1,5. Donc ça, c'est le Lagrangien d'Einstein-Hilbert. Ça, c'est le Lagrangien du champ scalaire. Oui, donc j'ai choisi des unités où 1 sur 16 pi g est égal à 1. Donc j'utilise et je normalise le champ scalaire comme ça. Bon, ça, c'est juste des questions de convention. Et puis, j'ai le Lagrangien des p-formes. Et les p-formes peuvent être couplées au champ scalaire, que je vais appeler donc le dilaton.
avec des constantes, lambda p, donc ça c'est des constantes, ça c'est le champ scalaire phi. Et puis j'ai les dérivées extérieures des p formes qui sont donc des p plus une forme, il y a p plus 1 indice. Et aussi un racine de moins g que je dois écrire. Il est écrit devant tout, ça va. Oui, plus, il peut y avoir d'autres termes, je vais dire ce que ça veut dire. Et donc avant de dire ce que sont les autres termes, je dois m'assurer que tout est bien expliqué ici. Oui, qu'est-ce que c'est f? F, c'est la dérivée extérieure des p formes, donc fp de la p forme p considérée, donc f mu 1 mu p plus 1, c'est juste, et j'utilise la normalisation pour ce que je vais faire aujourd'hui n'est pas importante, mais enfin quand même, soyons précis. Mu p plus 1. Donc en fait, c'est les courbures abéliennes. Et donc ceci, c'est l'anticimétrisation avec poids 1. Et donc ça, c'est la dérivée extérieure. Et les indices sont systématiquement élevés à l'aide de la métrique d'espace-temps. Donc ça, c'est AP. Donc ça, c'est la généralisation de l'action de Maxwell. Et alors, les termes qui ne sont pas écrits ici, alors ils sont importants quand on discute des symétries, mais pour ce que je vais faire ici, qui est dériver la dynamique en termes de billard, à la limite, dont BKL, ils ne vont pas jouer un rôle, mais je vais néanmoins dire ce qu'ils sont. Mais tout d'abord, je peux avoir parmi les P-formes des informes, donc comme le champ électromagnétique. Et donc je pourrais avoir, et ces informes pourraient être couplés à la Yang-Mills. Et donc, il pourrait y avoir des termes de couplage de Yang-Mills en plus de la dérivée. Donc, on pourrait avoir des dérivées covariantes qui apparaissent. Et ces termes de couplage, ils sont ici. Donc, ils sont inclus, mais j'en aurai pas besoin pour la discussion de billard, donc je ne les ai pas écrits explicitement. Mais donc, parmi mes informes, je peux avoir des champs de Yang-Mills. Je peux aussi avoir des termes de Chern-Simons. Je les mets là. Je peux aussi avoir des courbures qui sont déformées. Par exemple, une courbure de P-forme peut contenir des Q-formes. À nouveau, ces termes de couplage sont mis ici. Donc, ce qui va être réellement important pour la discussion billard, c'est la partie, disons, cinétique standard et les couplages au dilaton. Alors, donc le champ scalaire, je l'appelle dilaton. En fait, je dois être précis ici, donc je vais être un tout petit peu plus précis. Je peux aussi avoir des zéroformes. Parmi P, les valeurs de P possibles, je peux avoir 0, c'est-à-dire des scalaires. Alors je vais faire la distinction entre zéroforme et que je vais parfois appeler action et dilaton. Donc les dilatons sont les champs qui peuvent apparaître dans les couplages ici exponentiels au P-forme. Je dirais que j'ai une zéroforme que j'appellerai en général qui, enfin, je les numéroterai, s'il n'y a aucun terme en exponentiel de cette zéroforme. Donc si j'ai plusieurs champs scalaires, il faut regarder comment on peut réécrire les différents couplages. Certains couplages font intervenir certains champs scalaires que je mets ici, et les autres, je les mets là, des zéroformes. On peut être plus précis sur la procédure pour faire ça. Alors, je suppose qu'il n'y a qu'un seul dilaton, mais on pourrait en avoir plusieurs, ça ne change rien à la discussion. Et je pense que j'ai tout dit. Sinon, oui, que je vais préciser quand même que P est inférieur ou égal à D-1. Quand P est égal à D-1, ben c'est équivalent par dualité à un champ scalaire. Quand P est égal à 2, donc à D, c'est pour ça que je ne considère pas ce cas, en fait, on peut montrer que c'est équivalent à une constante cosmologique qui n'a pas de degré de liberté. Donc je ne considère ici que des champs dynamiques. On pourrait inclure une constante cosmologique, si j'ai le temps et si j'y pense, je dirai quelques mots plus tard à propos des constantes cosmologiques, mais pour le moment, disons, je ne le fais pas. Donc on peut inclure des constantes cosmologiques dans la discussion des billards. Pour les aspects symétrie, c'est plus compliqué, mais en tout cas pour la limite BKL, on peut le faire. Alors,
Donc ce qui m'intéresse, c'est de réécrire, donc ça c'est le Lagrangien de la gravitation, couplé à des champs scalaires et à des p-formes, et je voudrais réécrire cette action sous forme hamiltonienne, parce que la limite BKL s'obtient beaucoup plus facilement si on travaille sous forme hamiltonienne. Je ne vais pas chercher à dériver l'hamiltonien le plus général dans des coordonnées les plus générales, je vais le faire dans des coordonnées gaussiennes. Puisqu'après tout, on étudie la dynamique dans des coordonnées gaussiennes, je vais écrire l'hamiltonien dans des coordonnées gaussiennes. Pour être plus précis, je vais quand même m'autoriser un tout petit peu plus. Je vais considérer des coordonnées qu'on appelle pseudo-gaussiennes, c'est-à-dire que je ne vais pas fixer le temps. Donc je vais mettre ici, donc vous vous rappelez, dans les coordonnées gaussiennes, le temps, c'est le temps propre, et puis j'ai la métrique d'espace. Donc ici, on avait pris -1, c'était le temps propre. Mais le temps propre n'est pas une variable de temps adaptée ou commode pour étudier le comportement BKL. On a vu qu'il tend vers 0, mais on a une infinité d'oscillations. Donc ce n'est pas un temps très pratique de ce point de vue-là. Donc je vais me garder la possibilité de changer le temps et d'avoir un temps qui est plus adapté au phénomène qu'on veut décrire. Et pour ça, je laisse la variable n ici non fixée pour le moment. On la fixera par après. Donc n, ça s'appelle le laps. Et en fait, je vais utiliser un laps redimensionné que j'appelle n tilde. On va voir que c'est plus pratique comme variable. C'est juste un changement de variable. Racine de g, là, c'est le déterminant de la métrique d'espace. Et donc ça, c'est le laps redimensionné. Redimensionné par ce facteur de racine de g. Et donc, si on prend le laps égal à 1, x0 est le temps propre. Si on prend une autre valeur de n, ben, x0 ne sera plus le temps propre, mais il y aura un lien bien particulier entre le temps propre et x0 obtenu en intégrant dt est égal à n dx0. En fait, même, je mettrai un signe moins parce que c'est commode. Ça, à nouveau, c'est des choses qui sont conventionnelles. Puisque dans l'analyse de BKL, la singularité est une singularité passée en t égale à 0, mais donc qu'on examine en venant du futur pour des valeurs positives de t, et que c'est parfois plus pratique de prendre des limites par le bas, il est commode de choisir un x0 qui tend vers des valeurs qui croît quand t décroît. Bon, donc on met un signe moins entre les deux. Donc n est positif, et donc on dira que dt c'est moins n dx0. Bon, à nouveau, c'est purement conventionnel. Et donc on tendra vers la singularité, mais par des valeurs plus petites de x0 que la valeur correspondant à la singularité. Bien. Alors, donc vous voyez, je prends n, je laisse le temps flottant pour le moment, mais j'ai quand même imposé la condition ni, donc g0i égale à 0. Ça, c'était une des conditions de jauge des coordonnées gaussiennes. Et de la même manière, je vais imposer que les composantes temporelles des p-formes, c'est une condition de jauge. Bon, c'est plus simple. Ce n'est pas très, très profond. Je vous dirai ce qui se passe. La raison pour laquelle je fais ça, c'est qu'en fait, ces variables-ci sont comme celle-ci, des multiplicateurs de Lagrange pour des contraintes. Les vraies variables dynamiques, c'est les composantes purement spatiales des p-formes. Et donc, je vais réécrire cette action sous forme hamiltonienne. Et sous forme hamiltonienne, on va avoir à côté, donc vous voyez que les seules choses qui restent, c'est les composantes spatiales de la métrique. On va voir que n est un multiplicateur de Lagrange, donc ce n'est pas vraiment une variable dynamique. Les variables hamiltoniennes vont être la métrique spatiale. Donc l'action sous forme hamiltonienne va dépendre de la métrique spatiale, de son moment conjugué, que tout le monde appelle pi ij et que j'appelle pi j aussi. Et puis on a les autres variables, on a le champ scalaire phi, on aura le moment conjugué à phi, puis on aura les composantes des p-formes. Donc les composantes dynamiques, c'est les composantes spatiales, et puis elles auront aussi des moments conjugués.
Et puis, on aura le laps ou le laps redimensionné n tilde. Et l'action s'écrit sous forme hamiltonienne. Donc, je ne vais pas faire la dérivation explicite, mais vous pouvez vérifier que les équations, je dirai un mot sur les équations après, hamiltoniennes sont bien équivalentes aux équations lagrangiennes. Donc, c'est le passage standard au formalisme hamiltonien. Ce sera d0 ddx, on sépare espace et temps. Et puis on va avoir dans l'action sous forme hamiltonienne le terme cinétique PQ point. Vous savez, l'action hamiltonienne, c'est PQ point moins H. Donc je vais avoir PQ point, et puis je vais avoir H. Donc PQ point, ça, puisque je vous ai dit que c'était les moments conjugués, la partie PQ point, c'est la partie facile. C'est PIJ G point IJ. Donc ça, c'est la dérivée temporelle. J'utilise les notations standards en formalisme hamiltonien, puis j'ai pi phi point, puis j'ai un terme avec les p-formes. Alors, il est conventionnel de normaliser les moments conjugués de telle manière à ce que ce qui apparaît ici, c'est normalisé comme ça, le terme cinétique. À nouveau, c'est une question de convention. IP, donc ça c'est la partie cinétique standard, et puis j'aurai moins H. Et donc la seule chose que je dois vous dire, c'est réellement ce qu'est H. Alors H va être proportionnel à n tilde, et puis une densité qu'on appelle la densité hamiltonienne, qui est donnée par l'expression suivante. Donc ça, c'est la partie intéressante, et peut-être que comme j'en aurai besoin, peut-être je vais l'écrire ici, pour qu'elle soit bien visible. Alors H, à la structure habituelle des hamiltoniens qu'on connaît, c'est-à-dire c'est une expression quadratique en les moments conjugués, et puis un terme qui joue le rôle de potentiel. Donc c'est T plus V, si vous voulez. Alors, donc je vais d'abord écrire la partie quadratique en les moments conjugués. Alors il y a les moments conjugués à la gravitation qui apparaissent de la manière suivante. Oui, donc je vais peut-être écrire explicitement les indices. Alors les indices ici sont abaissés à l'aide de la métrique spatiale. Donc la forme quadratique qui apparaît devant les moments conjugués, c'est une forme quadratique qui dépend des Q, des variables de la métrique. Puis j'ai la partie qui provient du dilaton. Bon, si j'avais plusieurs dilatons, il y aurait une somme ici sur les phi. Et puis j'ai la partie qui provient des p-formes. Donc les p-formes contribuent aussi. Oups. Bon, les factoriels, c'est parce que j'ai inclus ça. Bon, j'ai normalisé mes moments conjugués comme ça. Donc J1, JP. Ah oui, puis je vais mettre un indice de P qui distingue les différentes P-formes. On les numérote. Donc ça, c'est la partie de l'analogue de T, de l'énergie cinétique. Et puis j'ai une partie qui va dépendre des variables de configuration, donc de G, de phi et dA. Alors, de nouveau, je vais écrire... bon, les expressions sont un peu longues. Pour la métrique, c'est juste le déterminant de la métrique spatiale fois la courbure de la métrique spatiale. Alors, pour le champ scalaire, c'est GIJ, Jphi et Jphi. Et puis j'ai la contribution des P-formes. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit somme sur lambda, c'est une somme sur P.
Donc je somme sur chaque P forme arrive avec un terme. Et là, je vais avoir les énergies, les densités d'énergie magnétique. Donc en fait, on peut montrer que les moments conjugués au P forme, c'est les champs électriques. Et donc ça, c'est l'analogue de E carré. Et ici, j'écris plus B carré, donc c'est les champs magnétiques. G, F, P, J1, JP plus 1, F, P, J1, JP plus 1. Voilà, donc là, ça, c'est la même action, mais écrite sous forme hamiltonienne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le PQ point, mais simplement, il y a beaucoup de variables, donc il y a beaucoup de contributions à PQ point. Et puis, il y a H qui a cette expression-là. Et les équations du mouvement. Les équations du mouvement, c'est les équations hamiltoniennes standards qu'on obtient en variant par rapport au moment conjugué et à la variable de configuration. Donc, par exemple, si je varie par rapport à pi ij, je vais obtenir g.ij du terme cinétique est égal à la dérivée fonctionnelle de h par rapport à pi ij. Donc, les équations q point est égal à dh sur dp et P point, quand je varie par rapport à GIJ, j'intègre par partie, donc j'aurai moins P point. Donc P point est égal à moins DH sur DQ. Donc on obtient les équations dynamiques. Donc les équations hamiltoniennes standards, c'est équivalent aux équations dynamiques. On a vu qu'il y avait des équations dynamiques et des équations de contrainte. Donc les équations dynamiques étaient tenseur d'Einstein, composante IJ égale à 0. Je vous laisse vérifier comme exercice qu'elles sont bien équivalentes aux équations hamiltoniennes d'ici. Mais enfin, c'est répéter l'analyse hamiltonienne dans ce cas-ci. Cette partie-là est facile. Mais à côté de ça, on aura des équations de contraintes. Ça, on a vu aussi précédemment qu'il y avait des contraintes. Et quelles sont ces contraintes? En fait, il y avait l'équation grand G, tenseur d'Einstein, composante 0, 0 est égal à 0. En fait, c'est juste ce qu'on obtient en variant par rapport à n tilde, qui moralement est équivalent à G00. Hein, c'est un G00 redéfini. Donc on aura les contraintes. Donc il y a la contrainte hamiltonienne qu'on obtient en variant par rapport à n tilde, qui est H est égal à 0, ce H-là. Et puis, il y a des contraintes qu'on ne voit pas directement dans mon principe d'action parce que j'ai fixé certaines variables égales à 0. J'ai fixé le G0i égale à 0, mais il y a des équations du mouvement qui sont associées à G0i. Et on a vu que c'était des contraintes, en fait, tenseur d'Einstein, composante 0i égale à 0. Donc il y a des contraintes qu'on ne tire plus du principe d'action parce qu'on a été gelé les variables qui conduisent à ces contraintes, mais donc il faut quand même se rappeler qu'elles sont là. Donc on aura des contraintes associées à G0i qui sont les contraintes qu'on appelle parfois de moment, que je vais écrire ici. C'est des contraintes, on a vu sur les conditions initiales, hein, qui sont pi, i, j. Donc ça, c'est la dérivée covariante d'espace, comme précédemment. Puis on a une contribution de tous les champs. I1, IP, F, I, I1, IP. Et puis on a aussi, j'ai apposé cette condition-là, mais il y a une équation qui est associée à ces multiplicateurs de Lagrange, qui est en fait juste la loi de Gauss. Donc on a aussi des lois de Gauss, qui sont à nouveau des contraintes sur les conditions initiales. J1, JP moins 1, parce qu'il n'y a qu'un seul, il y a P moins 1 indice, qui est la divergence, je vous ai dit, pi était le champ électrique, hein, donc c'est en fait la divergence des champs électriques, JP moins 1, disons K, est égal à 0. Donc ceci doit être égal à 0. Voilà, donc ça c'est les équations de notre théorie, mais réécrites sous forme hamiltonienne. Et c'est à partir de ces équations qu'on va redériver
le comportement BKL. Et on va voir en fait que le comportement BKL a une expression relativement simple en termes de ces variables. Alors avant de passer à cette dérivation, peut-être encore une chose. Donc comme on a vu, le lien entre x0 et, donc je vais peut-être l'écrire ici, et t est donné par moins n dx0 est égal à dt. Donc en termes du donc dx0 s'obtient à partir du temps propre en intégrant ça. Et si j'utilise plutôt le laps redimensionné, donc n c'est égal à racine de g n tilde, donc c'est 1 sur n tilde racine de g dt. Donc si vous prenez n égale à 1, comme je l'ai dit tout à l'heure, x0 et le temps propre au signe près, c'est la même chose. Mais n égale à 1 n'est pas le meilleur choix pour analyser la singularité. On a vu en fait qu'un meilleur choix, ce serait n tilde égale à 1. Auquel cas dx0 c'est moins 1 sur racine de g dt. On a vu que pour Kastner, racine de g ça se comportait en t. Donc dx0 serait moins logarithme de t. Ce qui est meilleur, parce que donc ça veut dire que x0 tend vers plus l'infini lorsqu'on tend vers la singularité. Mais bon, on verra. Donc, plusieurs choix sont possibles, on se laisse la liberté de choisir. Bien. Donc maintenant, je vais étudier la dynamique lorsqu'on tend vers la singularité décrite par cet Hamiltonien. Alors, comme j'ai dit, cet Hamiltonien est intéressant parce qu'il a la structure p carré, enfin une forme quadratique en les moments conjugués, plus quelque chose qui ressemble à un potentiel. Alors vous voyez que les termes, regardons d'abord les termes en les moments conjugués. Vous voyez en fait même, regardons tous les termes. Vous voyez que les termes qui viennent de la matière, que ce soit la partie cinétique ou la partie potentielle, sont des termes dont le signe est clair, c'est toujours positif. Et en fait, c'est le T00 de la matière qui apparaît dans l'équation d'Einstein. Quand je dis H égale à 0, c'est réellement moins G00 plus T00 est égal à 0. Et donc cette contribution de la matière est positive, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle ici est positive, avec les champs que j'ai pris. Et donc ça, ce n'est pas une surprise. Par contre, vous voyez que la contribution de la gravitation n'est pas positive. Ceci, il y a un signe moins. Donc, il faudrait voir. Et là, il y a aussi, on ne connaît pas très bien le signe de la courbure spatiale. Donc, tout est positif sauf ce qui vient de la gravitation. Et je voudrais donc comprendre un peu mieux ce qui vient de la gravitation en commençant par le terme cinétique. Donc, je vais analyser maintenant ceci. Alors, je vous rappelle que dans le Hamiltonien, quand c'est la forme quadratique qui apparaît en les moments conjugués, me définit en fait une métrique, ou pour être plus précis, une métrique inverse dans l'espace de configuration. Donc si vous avez un Lagrangien, donc je l'écris en termes de Q, qui est 1 demi, alors ce n'est pas le même G, donc je ne sais pas comment, peut-être H, alpha bêta de Q, Q point alpha, Q point bêta, ben vous aurez dans le Hamiltonien 1 demi H alpha bêta de Q, pi alpha, pi bêta. Donc la forme quadratique, quand vous avez un Hamiltonien qui dépend quadratiquement des moments conjugués, les coefficients sont en fait, vous définissent une métrique, ou pour être plus précis, la métrique inverse d'une métrique dans l'espace des configurations. Et donc je vais étudier la métrique dans l'espace des métriques. Donc ici, les variables dynamiques, c'est les GIJ, c'est déjà la métrique. Donc je vais étudier la métrique définie par cette forme quadratique dans l'espace des métriques. C'est ce qu'on appelle la métrique la supermétrique, puisque c'est une métrique dans un espace de métrique, mais ça n'a rien à voir avec la supersymétrie, la supermétrique de De Witt. Parce que c'est lui qui a été le premier à l'analyser. Et donc ça, c'est dans l'espace des GIJ. Alors même avant de parler de la métrique, c'est quoi l'espace des GIJ? Donc, voyez aussi que ceci ne fait pas intervenir de dérivée spatiale. Donc on a la même analyse en chaque point de l'espace.
Donc c'est ultra local, comme certaines personnes disent. C'est quoi l'espace des métriques? Donc les métriques G et J, c'est des tenseurs symétriques définis positifs. Et les tenseurs symétriques définis positifs, vous savez qu'on peut toujours les diagonaliser et les ramener à la forme delta ij. Donc ça veut dire que je peux voir l'espace des métriques comme l'espace GLD sur OD. Pourquoi? Parce que je peux toujours diagonaliser GIJ. Donc le groupe GLD agit naturellement sur GIJ. Et par une transformation de GLD, je peux toujours diagonaliser les GIJ et même les ramener à la forme delta IJ. Mais vous voyez qu'une fois que je suis à la forme delta IJ, le sous-groupe de stabilité, c'est le groupe orthogonal, par définition. Donc je peux, en d'autres termes, si maintenant j'utilise une notation matricielle, donc G ici, c'est la matrice, ce n'est pas le déterminant, c'est la matrice dont les composantes sont GIJ, je peux toujours l'écrire comme lambda transposé. Je peux la diagonaliser et la ramener à la forme 1 par une matrice qui appartient à GLD. Mais il est clair que si lambda est dans OD, ça ne change rien. Donc je peux voir ça, l'espace des tenseurs symétriques définis positifs, comme vivant dans cet espace quotient. Et je peux même être tout à fait un peu plus précis parce que GLD n'est pas un groupe simple, donc je vais réécrire les choses en termes de SLD. Mais tout d'abord, sans nuire à la généralité, on peut supposer que lambda en fait appartient à GLD, à GL+, déterminant positif, que je vais écrire. Et dans ce cas-là, c'est SOD. Je peux imposer la condition que lambda soit de déterminant positif. Si ce n'est pas de déterminant positif, je change le signe d'un des axes et c'est de déterminant positif. Donc en fait, c'est toujours le même espace. Et GLD+, je peux le voir comme le produit de R+, par SLD. Toute matrice de GLD de déterminant positif peut s'écrire comme, en absorbant un facteur, le déterminant, comme une matrice de R+ fois SLD. Et donc, l'espace des métriques, c'est cet espace-ci. Et donc, la supermétrique de De Witt, c'est une métrique dans cet espace-ci. Ça s'appelle un espace symétrique, mais je ne vais pas en dire plus ici. Et ce qui correspond à R+, c'est le déterminant. Donc, on bougera dans R+, en faisant, disons, une dilatation, par exemple, où lambda est une dilatation, et ici, c'est les transformations de déterminant 1. Bien, donc les PIJ sur les moments conjugués, bon, alors c'est un peu, la notation est un peu embêtante parce que traditionnellement, les variables de configuration, on les écrit Q alpha avec alpha au-dessus, indice au-dessus, mais ici, bon, la métrique a ses indices en dessous, donc tout est un peu inversé. Bon. Les PIJ, on les indices au-dessus, alors que d'habitude, les moments conjugués, on les écrit avec des indices en dessous. Enfin, ça dépend des livres, de toute façon. Mais donc, ce que je vais écrire, c'est réécrire ceci comme G, I, J, Mn, pi IJ, c'est une forme quadratique, pi Mn. Donc, c'est une forme quadratique en les moments conjugués, et les coefficients de cette forme quadratique me définissent la supermétrique de De Witt. Et quels sont ces coefficients? On voit bien apparaître, donc il faut d'abord saturer les indices ici. Donc GIJMN, je vais l'écrire tout de suite, est égal à 1 demi GIM GJN plus GIN GJM moins, et alors là il faut 1 sur D moins 1 GIJ GMN. Là, le tenseur grand G IJMN doit être symétrique pour l'échange de IJ avec Mn. Hein. Ce sont des tenseurs symétriques, ceci. Alors, vous voyez que ce premier terme va me donner, en contractant avec les produits d'épi, ceci, et le deuxième va me donner ça.
Donc ça, c'est la métrique inverse de De Witt, puisque c'est la forme quadratique en les moments. Donc il faut l'inverser pour obtenir la métrique dans l'espace. Donc on a obtenu ceci. Et donc c'est ça qu'on veut. Donc il faut l'inverser. Et donc ça, c'est la métrique, la supermétrique de De Witt. Alors, je vais l'écrire d'abord. Il n'y a pas 36 000 possibilités, hein. Donc il faut juste fixer les facteurs. Donc on a deux termes possibles en fait. Et ça c'est parce que on a une liberté ici, un facteur relatif qu'on peut mettre. Moins GIJ GMN. Bien, alors je vous laisse vérifier comme exercice, c'est de l'algèbre pure, que le produit GIJMN GMN, disons PQ, c'est égal à delta IJPQ, où ceci est le delta dans l'espace des tensions symétriques, donc delta IJPQ, par définition, c'est 1 demi delta IP delta JQ plus delta IQ delta JP. Donc en fait, je vous ai déjà donné la réponse de la métrique inverse. Donc je vous demande juste de vérifier, contracter ça avec ça. Donc ce n'est pas un exercice très compliqué. Et de vérifier que l'expression que je vous ai écrite est la bonne. Si on ne sait pas ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a que deux termes possibles compatibles avec toutes les symétries, celui-ci et celui-là. L'inconnu, c'est réellement les facteurs. Donc on met A, on met B, on impose cette relation-là, et on trouve que A doit être égal à 1,5 et que B doit être égal à moins 1. D'accord? Donc voilà la supermétrique de De Witt. Bien. Et donc la question suivante qu'on va se poser, c'est quelle est la signature de cette métrique? Bon, a priori, on a une métrique dans un espace grand. Est-ce que cette signature euclidienne? Est-ce que la signature est minkowskienne? Est-ce qu'il y a beaucoup de moins, beaucoup de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, ce que je vais montrer maintenant, c'est que la signature de cette métrique est minkowskienne. C'est-à-dire qu'il y a un moins et puis que des plus. Et que le moins, en fait, correspond à ça, au facteur R+. Alors, je dois faire de la place, mais j'ai envie de garder ceci, donc je vais effacer de ce côté-ci. Donc la métrique sur SLD, mod SOD, est en fait définie positive, mais comme on a le facteur qui correspond à des dilatations qui apparaît, en fait il apparaît avec le signe. Bon, il aurait pu apparaître avec un signe plus, mais il apparaît lui avec un signe moins, et c'est le seul moins dans la partie cinétique. Donc la gravitation apporte un signe moins, et tous les autres termes quadratiques en les moments sont positifs. Donc le fait qu'on ait une métrique de signature minkowskienne provient de la gravitation. Enfin, vérifions-le. Donc je voudrais vérifier la signature, je voudrais voir quelle est la signature de GIJ Mn. Donc je considère, disons, le ds carré correspond, donc le d, je vais l'appeler d sigma carré. Donc ça, c'est l'élément de longueur dans l'espace des métriques. Et à nouveau, il n'y a absolument rien de profond dans le facteur que je vais écrire ici, mais il a été mis pour des raisons de commodité ultérieure. Je mets un facteur 1/4 devant. GIJMN, donc DGIJ, DGMN. Donc ça, c'est l'élément de longueur dans l'espace des métriques, dans cet espace-ci. Et la question qu'on se pose, c'est quelle est la signature? On voit bien que la signature n'est pas que des... Bon, on va vérifier. Donc je prétends qu'en fait, il y a certainement des directions de genre que je vais appeler de genre temps. Donc je vais
Dans l'espace démétrique, une direction de genre temps va être une direction qui rend le ds carré négatif. Oui? C'est pas dans l'espace de G. D? Des G points, comme les points. G point et J. Non, non, mais ça dépend. Oui, donc c'est pour ça que j'ai écrit D, G, J, J. Donc c'est une forme quadratique en D, G, J. Alors, on voit tout de suite que si DGIJ est pris, est une dilatation, donc c'est, disons, GIJ des lambda, si je le prends de cette forme-là, donc je dois explorer les différents déplacements, je prétends ça c'est un déplacement de genre temps, c'est l'équivalent le d sigma carré négatif. Calculons. Donc je dois calculer le d sigma carré. Mais vous voyez bien que pour les déplacements proportionnels à GIJ, donc si je multiplie ceci par GIJ, et même GIJ, d'abord multiplions par 1. Vous voyez apparaître GIJ, je vais avoir un GMN, deux fois en fait, donc ça tue le 1,5. Et puis j'ai ici moins GIJ, GIJ, va apparaître la dimension D. Donc je vais avoir un moins D moins 1. Des lambda carrés en fait. Non, qui apparaît encore probablement. Donc j'ai fait qu'un des premiers, que j'ai fait que le premier. Et puis j'ai encore j'ai dit qu'il y avait un GMN qui restait. Oui, peut-être je ferai bien. Je vais le faire je vais le copier ici d'abord et puis on va. Parce que d'aller d'un tableau à l'autre, c'est un peu embêtant. Donc ça c'est 1/4. Et donc je vais réécrire la métrique. 1,5 G, IJ, GIM, GJN, plus GIN, GJN, moins GIJ, GMN. Et donc ce que je vais faire, je vais décomposer tout de suite le déplacement en une partie, disons, proportionnelle à la métrique, plus une partie qui obéit à la condition que c'est égal à 0. Une partie qui ne déforme pas le volume et puis une partie qui est proportionnelle, enfin qui est pure volume et dilatation. Pour voir la signature, je peux toujours décomposer les choses comme ça. Et donc là, je vais avoir GMN d lambda plus d epsilon mn. Et donc maintenant, faisons le calcul. Donc j'ai 1/4, ça c'est pas très profond comme je l'ai dit. Et donc calculons d'abord, je vais calculer le premier terme. Le premier terme va me donner 1,5 GMN d lambda deux fois, puisqu'ici j'ai à nouveau GMN, donc ça me donne deux fois, moins d GIJ, GIJ, GMN d lambda. Puis le terme d epsilon ij ici ne donne rien avec ça, puisque ça obéit à cette condition. Et donc il va juste me donner ici plus, je vais écrire ça comme ça, d, oui c'est dangereux peut-être de l'écrire comme ça, donc g, i, m, g, i, m, g, j, n, d epsilon ij, et il est symétrique, donc je ne dois écrire qu'un des deux termes. Et alors à nouveau, ici, qu'est-ce que je veux obtenir? Je vais avoir 1/4. Alors j'espère que je ne me trompe pas dans les facteurs. GMN, GMN, ça me fait D. Des lambda carrés. Ah, ici j'ai moins D carré, non, des lambda carrés. Et puis,
Donc ce terme-ci va faire 0 à nouveau, donc on voit qu'on a orthogonalisé cette partie-là, puis je vais avoir quelque chose qui est défini positif. Donc il y a un facteur 1 quart, qui n'a pas d'importance devant. Mais donc on voit tout de suite, donc ici c'est d carré, donc j'ai d et d moins 1, d lambda carré, avec un signe moins, puis quelque chose qui est positif. Mais donc vous voyez qu'effectivement, la signature est, comme je vous l'ai dit, un signe moins, correspondant aux déformations, disons, qui font juste changer le volume, dilatation, et puis le reste, ça c'est défini positif, parce que la métrique est définie positive. Et donc vous voyez que la signature de la métrique de De Witt, c'est un moins, et puis que des plus. Et donc ça veut dire que tous les concepts de la géométrie minkowskienne s'appliquent, localement en tout cas, à l'espace des métriques. Il y a un cône de lumière, il y a des directions de genre temps, des directions de genre lumière, des directions de genre espace. Et c'est exactement la même causalité que dans l'espace de Minkowski. Ça aurait été plus compliqué si on avait eu beaucoup de moins, plus qu'un moins et plus qu'un plus. Là, on n'est pas habitué. Mais ici, on peut réellement raisonner en termes de cône de lumière dans l'espace des métriques. Oui, donc ceci est toujours, le coefficient d-1 est toujours plus grand ou égal à strictement plus grand que 0 parce que d est toujours plus grand que 1. Bon, en dimension d égale 1, c'est-à-dire en dimension 2, la gravitation est dégénérée. C'est normal qu'on trouve quelque chose ici, la gravitation d'Einstein. Mais sinon, c'est toujours strictement ceci positif et donc avec le signe moins négatif. Donc vous voyez que cette métrique est intéressante. Elle a une signature qui est une signature familière, la signature de Minkowski. Oui? Oui, mais le problème, c'est qu'à 2 dimensions, on va avoir toute la métrique dégénère, ce qui vient de la théorie d'Einstein, si j'ai bonne mémoire. Donc on sait que le Lagrangien d'Einstein est une dérivée totale à 2 dimensions. Donc ceci, elle reflète ça. Alors exactement comment ça se manifeste au travers de la métrique, de la supermétrique, bon, on voit déjà ça, mais je pense qu'en fait, l'inverse est dégénéré, donc on ne peut pas écrire la métrique. En fait. Oui. Oui, on a du mal à écrire quelque chose comme ça dans l'espace. Oui, tout est purement lambda, en fait. Tout est purement ceci. Et en plus qui est nul, donc il n'y a plus rien. Bien, mais donc on voit qu'on aura une structure intéressante du terme cinétique, c'est qu'il y a un signe moins, en fait c'est comme une particule relativiste, je trouve que c'est dans un espace courbe, on a un signe moins, moins trace, c'est la trace de pi qui correspond au signe moins, donc moins trace de pi au carré, et puis plus et rien que des termes positifs, y compris la matière. Donc c'est vraiment le facteur d'échelle qui a fait le signe moins. Alors pour le potentiel, tout est positif, sauf peut-être ceci, mais ça j'en parlerai plus tard. Et alors vous allez dire, c'est important aussi d'avoir un signe moins, parce qu'il y a une équation qui dit que h doit être égal à 0, donc il vaut mieux que tout ne soit pas strictement positif, sinon tout devrait être nul. Bien, alors, étape suivante. Oui, alors là c'est un peu technique, mais je vais quand même, il faut le faire. Je vais introduire une paramétrisation dans l'espace des métriques qui est adaptée au fait qu'on est au facteur R+ près dans un espace symétrique. C'est ce qu'on appelle la paramétrisation d'Iwasawa. C'est une des décompositions classiques et qui s'avère être extrêmement utile dans l'analyse des équations. Alors, ce n'est pas très compliqué. Et donc, je vais insister sur les idées. Les calculs sont directs. Et je vous dirai comment on les fait. Donc, l'idée, c'est que je vais utiliser une paramétrisation de la métrique qui est plus adaptée à la structure d'espace symétrique, qui fait notamment apparaître que le rang de l'espace symétrique, c'est-à-dire les sous-espaces maximaux qui sont plats.
Et en fait, c'est ce qu'on appelle la paramétrisation Alors, à ce stade-ci, ça va être assez simple parce que c'est essentiellement le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt. Mais donc, je vous dis ce que c'est. Donc, l'idée, c'est que toute matrice de GLD+, peut être décomposée de la manière suivante. Comme un produit de 3 matrices. Bon, alors je vais expliquer ce que sont ces matrices. Alors la première appartient à SOD, donc K c'est en fait pour compact. La deuxième est diagonale. Et la troisième est triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale. Donc elle est dans un sous-groupe nilpotent supérieur avec 1 sur diagonale. Par exemple, à 3 dimensions, qu'est-ce qu'on aurait On aurait 1, 1, 1, 0, 0, 0. Et puis ici, j'aurais n1, 2, n, oui, donc 1, 3, n, 2, 3, 1. Alors, je ne vais pas démontrer cette décomposition-ci, mais je vais démontrer que ce qu'elle implique sur la métrique est correct. Donc, si vous utilisez ça et que vous remplacez dans l'expression pour la métrique, donc G, c'était quoi? C'était lambda transposé lambda. Je pense que je l'ai encore gardé quelque part. Oui, lambda transposé lambda. J'espère que j'ai fait les choses dans le bon ordre. Oui, donc vous allez transposer cette expression. Donc je vais avoir n transposé a carré, puisque a transposé, comme c'est diagonal, c'est la même chose que a. Puis je vais avoir k transposé. Oui, enfin j'ai déjà été un peu rapide, donc j'ai normalement a, donc k transposé plutôt, puis j'ai k, puis j'ai a, qui est la même chose que transposé, fois n. Et donc, puisque ceci c'est dans SOD, vous voyez apparaître n transposé a carré n. Donc je prétends que tout tenseur symétrique défini positif GIJ peut être écrit comme ceci. Et je prétends que ça, c'est quelque chose que vous savez de Gram-Schmidt. Donc peut-être on va le vérifier explicitement que c'est bien le procédé de Gram-Schmidt, mais où on ne norme pas les vecteurs à 1, on impose la condition en fait qu'on ait des 1 ici sur la diagonale. Donc on n'impose pas que la base soit orthonormée, mais on veut qu'elle soit orthogonale. Donc pour être plus précis, je vais prendre mes notations. Donc si j'ai la métrique GIJ dxi dxj, donc je vais la réécrire comme somme sur les termes diagonaux, donc de 1 à d de E exposant moins 2 bêta A. Donc je vais expliquer tout de suite θ A, θ B. Regardons d'abord la base. Donc je diagonalise la métrique dans la base des θ. Donc la base des θ est reliée à la base des dx par la transformation n. Et donc ce que je veux faire, c'est trouver une transformation linéaire, donc un changement de base, qui soit triangulaire supérieur avec des 1 sur la diagonale, de telle sorte que la métrique soit diagonale dans la nouvelle base. Et donc j'impose aussi les 1 sur la diagonale. Et donc ça va fixer tout. Donc par exemple, ça veut dire que le dernier vecteur de base doit être dxd. Puisque là, la somme va me donner juste ça. Puis l'avant-dernier, il doit être ça. Et ça, c'est Gram-Schmidt. Normalement, on prendrait un multiple de l'avant-dernier plus un multiple du dernier, de telle sorte à ce que ce soit orthogonal au dernier et de norme 1. Mais si je ne demande pas qu'il soit de norme 1, je demande que le coefficient multiple de l'avant-dernier, ce soit 1. Mais j'impose que le coefficient suivant
soit choisi de telle sorte que la base ici est orthogonale et donc ceci soit orthogonal à ça. Et donc ça va me fixer ce coefficient-là. Et donc par récurrence, c'est Gram-Schmidt, on va déterminer tous les n. Donc vous voyez que si je vous donne la métrique, les n sont complètement fixés. Et donc les valeurs propres dans cette base sont données par en fait c'est la matrice à carré qui contient les valeurs propres, mais puisque la métrique est définie positive, on sait bien que, donc j'avais le droit d'écrire ça, les valeurs propres sont strictement positives, et donc on les écrit, on paramétrise ça comme E exposant à moins 2 bêta. D'accord, donc on peut toujours trouver un changement de base où la métrique est écrite comme ça, les θ étant reliés à la base de départ par une matrice triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale. Et ça, c'est la paramétrisation d'Iwasawa de la métrique. Et on peut vérifier que le nombre de paramètres correspond. J'en ai d ici. Et là, j'en ai d moins 1 sur 2. Donc si j'ajoute ça, j'aurai bien dd plus 1 sur 2, qui est le nombre de composantes indépendantes de la métrique. Donc il s'avère qu'on va faire un changement de variables dans l'espace des configurations. Donc la métrique, c'est les Q du point de vue hamiltonien. Donc on va passer à des nouveaux Q', ce qu'on peut toujours faire. Et on va étendre ça à une transformation canonique. Donc on aura des nouveaux moments conjugués, pi', de telle sorte que mes nouvelles variables de configuration soient les bêta et les n. Donc les variables qui apparaissent dans cette décomposition d'Iwasawa, de la métrique. Donc les valeurs propres de A, que j'ai, comme elles sont positives, j'écris ça comme E exposant de A carré, donc E exposant moins 2 bêta A, et puis les paramètres n. Et donc je vais passer des GIJ au bêta A n AI. C'est juste un changement de variable, donc on peut aller dans l'autre sens. Alors, pour la terminologie, je vais appeler les bêta A, qui sont les coefficients de la métrique dans la base où elle est diagonalisée par ce procédé, les facteurs d'échelle logarithmiques, ce qui vous donne les distances selon les axes correspondants. Donc bêta 1, vous voyez que θ1 apparaît avec E moins 2 bêta 1. Et très souvent, je dirais juste facteurs d'échelle. Les seuls facteurs d'échelle qui vont apparaître, c'est des facteurs d'échelle logarithmiques, mais j'oublierai de dire assez souvent, assez rapidement, logarithmiques. Et les n, puisque ça correspond en un sens au fait que la base d'origine n'est pas diagonale pour la métrique n'est pas diagonale, je vais appeler ça les composantes non diagonales de la métrique. Donc ce n'est pas strictement parler les composantes non diagonales de la métrique, mais elles apparaissent dans les composantes non diagonales de la métrique. Si la métrique est diagonale, les n sont nuls. Il mesure la non-diagonalité de la métrique et donc, par raccourci, je vais appeler les n les composantes non diagonales. Bien, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est faire le changement de paramétrisation. On passe des GIJ au bêta et n. Et je vais aussi exprimer tous les champs qui apparaissent. Alors tous les champs qui apparaissent, le dilaton, c'est un scalaire, il ne change pas quand on change de base, mais ça veut dire les p-formes. Dans la base d'Iwasawa, donc dans la base d'N. Donc je vais faire aussi un changement de base. Donc je vais indiquer les indices A1, AP. Donc ça va être juste des N, enfin ça se transforme comme des tenseurs, donc le changement de base est donné par les N. Donc la matrice inverse des N est aussi importante, donc on va écrire EA pour les vecteurs du haut de θ est égal à N IA D sur DXI. Donc ça, c'est la matrice inverse. Et comme ceci forme un sous-groupe, la matrice inverse est aussi triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale. Et donc les A diffèrent des A ici par la matrice de changement de base, donc un certain nombre de n saturés, comme pour les tenseurs. Donc ces variables-ci vont être des fonctions de l'ancienne et des n, mais pas des bêta. Parce que le changement de base, c'est contrôlé par les n. D'accord ? Donc
Alors, vous savez que dès qu'on a une transformation dans l'espace des configurations, on peut l'étendre à une transformation canonique. Hein, donc on a genre P dQ, c'est égal à P' dQ', avec des sommations, mais donc les P' sont obtenus en disant que ça c'est dQ sur dQ', dQ'. Hein. Donc ça c'est les nouveaux moments conjugués. Donc on va étendre. Donc, voilà, donc je vous ai dit ce que c'était que la paramétrisation d'Iwasawa. Maintenant, je veux réécrire l'hamiltonien dans ces variables. Et pour faire ça, j'ai besoin de savoir comment je dois transformer mes moments conjugués. Et bien, je dis, la manière dont je vais transformer les moments conjugués, c'est que je vais étendre ma transformation qui était définie dans l'espace de configuration à une transformation canonique, selon la formule que P dQ doit être égal à P' dQ'. Pour des transformations ponctuelles, ça suffit. Il n'y a pas de terme en plus de D de quelque chose. Et donc, ça me dit simplement, les nouveaux moments conjugués P', c'est les anciens avec la matrice jacobienne, dQ sur dQ'. D'accord ? Donc, on va avoir une expression pour les nouveaux moments conjugués qui... En fait, les moments conjugués qui vont recevoir des contributions des autres, c'est les moments conjugués à la métrique, les PIJ, puisque la matrice de changement de base fait apparaître les n hein, qui dépendent de la métrique. En fait, tout ceci ne dépend que de la métrique, ne dépend pas des A, ne dépend pas des P-formes. Hein. Bien, alors, c'est un calcul assez lourd, mais qui n'est pas particulièrement, qui n'est pas conceptuellement difficile. Hein. Il suffit d'injecter, donc il faut calculer les moments conjugués, et puis chaque fois qu'on voit les anciens moments conjugués, on les écrit en termes des nouveaux. Les anciens moments conjugués, ici vous les écrivez en termes des nouveaux, les variables, vous exprimez tout en termes des nouvelles variables, et quand vous faites ça, voilà ce que vous obtenez. Donc H va être toujours une expression quadratique en les moments. Donc je vais tout de suite écrire les choses. On va déjà avoir on va voir qu'il y a une structure intéressante qui apparaît. On n'est pas encore au billard, mais on y est presque. Donc on injecte, hein, donc on fait exactement ce que je vous ai dit qu'il fallait faire, et vous allez obtenir l'expression suivante. Alors je vais... Alors, on voit que, en fait, les facteurs d'échelle logarithmiques, les bêta A et le dilaton, apparaissent de la même manière dans le hamiltonien. Donc, on voit déjà les moments conjugués apparaissent de manière très, très proche. Et donc, c'est naturel de les mettre ensemble. Donc, je vais appeler... Et quand je parlerai maintenant de facteurs d'échelle, c'est les facteurs d'échelle logarithmiques qui viennent de la métrique, et le dilaton ou les dilatons s'il y en a. S'il n'y en a pas, ben c'est juste ça. S'il y a des dilatons, ben il faut les ajouter. Et j'appelle l'indice mu grec, c'est pour tout ça. Alors, j'écris d'abord l'expression et puis je vais expliquer. Et le reste, je l'appelle V. Et le reste, c'est quoi? Alors, le reste, il va y avoir une contribution qu'on appelle le potentiel de symétrie ou centrifuge. Il va y avoir une contribution qu'on appelle la contribution gravitationnelle, une contribution pour chacune des P-formes, et puis contribution des dilatants. Donc pour le moment, je n'ai pas encore expliqué beaucoup. Alors d'abord, la partie quadratique en les moments conjugués aux facteurs d'échelle. Donc au bêta A, qui sont les facteurs d'échelle métriques, et au dilaton, elle est extrêmement simple. Je vais l'écrire ici. En fait, elle est plate. Alors ça va être vraiment la métrique avec laquelle on va beaucoup travailler, donc je l'écris en détail.
Bon, alors la partie facile, évidemment, c'est le p phi carré. Et donc, si je réécris ceci en termes des variables d'Iwasawa, on voit que les facteurs d'échelle sont orthogonaux aux variables d'Iwasawa, au n. Donc je vais avoir la forme quadratique va contenir des dβ et des dn quand j'écris les dgj que je fais le changement de variable. Donc ici, il y a un changement de variable qui est impliqué. Donc je vais obtenir que l'expression de la métrique va être quadratique en dβ et dn. Mais il se fait que la partie quadratique en dβ, il n'y a pas de terme croisé dβ dn. Donc on a diagonalisé, si on veut, la métrique. Et en plus, les bêtas apparaissent sous une forme plate. Et ça vient du fait que l'espace symétrique qu'on a est de rang D. Bon, pour ceux qui savent ce que c'est que les espaces symétriques. Mais donc il y a des sous-espaces plats qui correspondent au facteur d'échelle, puis il y a le dilaton. Et donc maintenant, donc ça c'est ce qui est ici, qui vient de la partie cinétique, quand on ne regarde que les facteurs d'échelle, y compris le dilaton, et puis il y a tout le reste. Donc dans tout le reste, il y aura bien entendu des parties qui viennent des termes cinétiques. Donc j'écris ça V, mais il y a des termes qui viennent des parties cinétiques. En particulier, par exemple, Vs. Alors le S, c'est pour symétrie, on verra pourquoi plus tard. Il a une expression qui contient les moments conjugués alors je vais juste l'écrire, mais on n'en aura pas vraiment besoin, sauf la partie intéressante que j'écris en premier maintenant. E exposant moins 2, bêta B moins bêta A. Donc ça, c'est intéressant. C'est la dépendance en les dilatons, en les facteurs d'échelle qui est importante. Et puis, on a des coefficients qui dépendent et qui ont un signe bien déterminé. Donc tout d'abord, on a une somme qui est restreinte, mais ça, c'est parce qu'on a des zéros ici. Donc les choses ne sont que d'un côté. Donc ça, c'est pour ça qu'on a cette somme sur A et B, mais avec un indice ici toujours plus petit que l'autre. Ça, c'est les moments conjugués aux variables non diagonales d'Iwasawa, que j'appelle P et JB, c'est de la notation évidente. Et il se fait que ça apparaît avec un coefficient de cette exponentielle carrée. Donc il faut faire le calcul. Donc ce que je prétends, c'est que si vous déballez ceci en utilisant la recette que je vous ai donnée, vous obtiendrez d'une part la partie des facteurs d'échelle, plus ceci. Et je ne les sépare parce qu'on va voir que ça joue des rôles différents. Et donc ça, c'est le terme cinétique de la gravitation. Alors la partie VG, ben ça je ne vais rien en dire pour le moment, c'est moins GR. Donc je recopie. Puis j'ai VP. Alors à nouveau, on va avoir une structure intéressante. Donc quelle est la structure intéressante ici? Vous voyez que les facteurs d'échelle n'apparaissent qu'à travers des exponentielles, ici. Bon, en tout cas dans ce terme-là. Ça va être la règle générale. Fois des coefficients qui font apparaître les variables non dynamiques ou les variables de P-forme quand on arrivera au P-forme. Mais donc les facteurs liés à la gravitation apparaissent sous forme d'exponentielle, et c'est même une exponentielle d'une forme linéaire en les bêta. Eh bien, ça va être la même structure pour tous les autres termes du potentiel. On va obtenir en fait une somme Vp électrique, une contribution électrique qui vient de là, et puis une contribution magnétique qui vient de là, et qui vont avoir la même structure de coefficients manifestement positifs et qui font apparaître les n, et les variables des p-formes, fois des exponentielles faisant apparaître des formes linéaires en les bêta. Et j'insiste que pour le moment, je ne fais aucune simplification, je ne fais qu'un changement de variable. Donc il y a des simplifications et la limite BKL, elle viendra par après. Donc pour le moment, je suis en train de faire un changement de variable qui a l'air peut-être très compliqué, mais on va voir que la structure qui apparaît rend les choses simples à la limite BKL. Alors la partie électrique, donc qui vient d'ici, réécrite en termes des moments conjugués au nouveau A, et que je vais les appeler avec un E parce que ce sont les champs électriques dans la base d'Iwasawa. À la forme suivante. Donc somme sur tous les indices A1, AP.
comme là, enfin comme somme sur tous les... Oui, donc il faut sommer sur les indices, bien sûr. Puis j'ai, ça c'est l'intéressant, la partie intéressante, E-2, puis une forme linéaire en les bêta, que je vais écrire tout de suite, fois un coefficient qui ne fait intervenir alors ça c'est les moments conjugués au potentiel, mais dans la base d'Iwasawa. L'important c'est que c'est un coefficient non nul et strict et positif. Et l'autre chose importante, c'est de savoir ce que c'est que E. Alors E, c'est une forme linéaire en les bêta qui est donnée par l'expression suivante, EA1 AP de bêta. Eh bien, c'est juste la somme des bêta correspondants, bêta A1 plus bêta A2 plus bêta AP. Et alors, s'il y a un dilaton, ben, il ramasse aussi le moins lambda P phi. Et comme j'ai mis un facteur 2 ici, oui, le signe est peut-être, ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai peut-être changé mes conventions de signe sur le coefficient lambda. Il semble que si je fais ça, que je substitue, j'obtiens un plus. Oui, donc ça n'a pas beaucoup d'importance, mais autant être cohérent dans mes conventions. Et pour la partie magnétique, on va obtenir exactement le même type de terme. Et donc ça va être 1 sur 2. Oui, je pense aussi qu'ici j'ai été un peu trop vite. C'est probablement P plus 1, puisque j'ai des P plus une forme. Donc c'est 1 sur 2 P plus 1. Vous ne voyez rien, je suppose. Donc c'est peut-être pas une bonne idée. Donc on va avoir une somme. Je vais écrire donc une somme du même type, mais la forme linéaire qui apparaît va être différente. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'écrire la forme linéaire que vous verrez, fois le champ magnétique dans la base d'Iwasawa au carré. Donc à nouveau, l'intéressant, c'est qu'on va avoir une combinaison linéaire d'exponentielles de forme linéaire en les facteurs d'échelle, fois des coefficients qui dépendent des variables non diagonales, c'est-à-dire qui ne dépendent pas des facteurs d'échelle. Et ce MA1 AP bêta, c'est la somme sur B n'appartenant pas à cet ensemble des bêta B. Donc c'est tous les autres indices qu'on prend, et alors moins lambda P phi demi. Et alors ensuite, je vois que je suis lent, mais je pense que c'est mieux d'être lent. V phi, bon, il n'est pas très intéressant V phi, mais il a de nouveau une forme du même style. Des formes linéaires en les bêta, à nouveau, fois les gradients, mais exprimés dans la base d'Iwasawa. Donc là, j'ai écrit les choses explicitement. J, DI, phi, D, et c'est probablement le même indice A, D, puisque la métrique est diagonale dans la base d'Iwasawa. D'accord, donc ça c'est l'analogue de F, mais écrit dans la base d'Iwasawa. Mais l'important, c'est qu'on a une forme linéaire, et la forme linéaire mu A de bêta, c'est la somme sur B différent de A des bêta B. Donc la somme de tous les facteurs d'échelle moins 1. D'accord, donc ce qui est important pour le moment, c'est, à part ce terme-ci qui est un peu plus compliqué à discuter, mais on va voir qu'il va prendre la même forme à la limite d'Iwasawa, à la limite, pardon, BKL, le hamiltonien dans ces nouvelles variables, on voit se dégager une structure. Il y a d'abord une partie cinétique pour les facteurs d'échelle simple.
C'est la métrique plate, en fait, ceci. Hein. Donc les coefficients sont des constantes, dont la signature, on le sait, est minkowskienne. Donc on a l'espace des facteurs d'échelle est un espace plat de signature minkowskienne, donc c'est comme l'espace de Minkowski standard, simplement on est en dimension. En dimension D plus nombre de dilatons. D plus 1 s'il y a un dilaton, juste D s'il n'y a pas de dilaton. Et puis à côté de ça, on a des potentiels qui... Enfin, on va voir on avait appelé ça des potentiels de la même manière qu'on appelle ça parfois le potentiel centrifuge, même si ça dépend des vitesses, des P. C'est un potentiel en quelque sorte pour les bêtas. Et on a donc une collection de termes qui ont tous la même structure. Et quelle est cette structure? C'est des sommes d'exponentielles de forme linéaire en les bêtas. La forme linéaire correspondante va dépendre du type de potentiel. Pour les potentiels de symétrie, c'est la différence entre deux bêtas avec cette restriction. Pour les potentiels, celui-là je ne l'ai pas encore discuté, mais pour les potentiels des p-formes, à nouveau c'est la même structure, l'exponentielle d'une forme linéaire en les bêtas, qui dépend de la p-forme et qui dépend du fait si c'est la partie électrique qu'on regarde ou la partie magnétique. Pour le dilaton, c'est pareil, le potentiel. Donc on voit apparaître cette structure relativement, qui est uniforme pour tous les termes apparaissant dans V, sauf VG, que je vais discuter plus tard. Et plus tard, ça risque d'être la semaine prochaine. Alors, peut-être avant de prendre... Donc on a en fait proche, on a tout ce qu'il faut, ou presque, pour prendre la limite BKL. Et vous allez voir, les choses se simplifient remarquablement. Mais avant de prendre la limite BKL, je vais revenir sur la solution de Kastner et voir comment la solution de Kastner s'exprime en termes de mouvement des facteurs d'échelle. Donc on va voir que, en d'autres termes, c'était quoi la solution de Kastner, ou Kastner généralisé quand il y a un champ scalaire? C'était la solution où on laisse tomber tous les termes contenant les gradients, et je vais supposer qu'il n'y a pas d'autre matière que le champ scalaire. Donc en fait, la solution de Kastner, ça correspond à la solution décrite par l'hamiltonien, où je laisse tomber V. Je laisse tomber V symétrique, oui, je prends Kastner diagonale. Donc si Kastner est diagonale, les n sont nuls. La courbure est nulle parce que c'était homogène, il n'y a pas de gradient. Il n'y a pas de P-forme, donc il n'y a pas de VP. Il peut y avoir un V-phi, mais si c'est homogène, les gradients sont nuls. Donc en fait, la solution de Kastner, c'est la solution décrite par ce terme-ci, que j'ai isolé. Et ce terme-ci, soumis à la contrainte que h doit être égal à 0. Or, ce terme-ci, c'est juste le hamiltonien d'une particule libre relativiste, parce que G mu nu, c'est une métrique. Donc, grand G mu nu, c'est la métrique qu'on lit d'ici. Hein, ce n'est pas le tenseur d'Einstein, oui, j'aurais dû préciser ça. Hein. Donc, G mu nu, c'est une métrique dans l'espace des pi. On voit que c'est une forme quadratique qui définit une métrique plate, donc c'est en fait l'espace de Minkowski. Donc, le hamiltonien qui décrit Kastner, c'est le hamiltonien d'une particule libre relativiste dans un certain espace, dans l'espace des facteurs d'échelle, qui a une structure d'espace de Minkowski, et qui doit se déplacer à la vitesse de la lumière, puisqu'on a la contrainte que G mu nu pi nu est égal à 0. H égale à 0, on l'avait quelque part. Hein. Je l'ai effacé. Mais il y a toujours, rappelez-vous, H égale à 0. Et donc on doit être... le vecteur moment et le vecteur vitesse doivent être nuls. Nuls au sens d'être de genre lumière. Hein, puisqu'on aura G mu nu est égal à 0. Donc la solution de Kastner, c'est en fait juste une ligne droite dans l'espace des facteurs d'échelle. C'est une géodésique dans l'espace des facteurs d'échelle, qui est un espace plat de Minkowski. C'est même une géodésique de lumière. Donc on a une compréhension géométrique, disons, un peu différente de la solution de Kastner, et donc importante. Donc si l'espace des facteurs d'échelle, c'est un espace à petit d plus nombre de dilatons dimension, donc j'ai un espace à d plus n dimensions qui est plat, dont la métrique est la métrique de Minkowski dans une base qui n'est peut-être pas là. Ce n'est pas une base minkowskienne. Hein. La première composante, ce n'est pas
de genre temps et les autres sont spatiales et orthogonales. Hein. C'est un peu plus compliqué. La métrique a des composantes non diagonales, mais on sait à quoi correspondent les directions de genre temps, c'est les dilatations. Et donc, puisque c'est une métrique minkowskienne, il y a des cônes de lumière. En tout point. Je prends celui qui est à l'origine. Et la solution de Kastner, c'est ça. Une solution, enfin, c'est normalement à 45 degrés. Hein. Je dessine très mal. Une autre solution de Kastner, c'est ça. Donc ça dépend. Et la condition de Kastner que la somme des P au carré c'est 1, c'est en fait juste, c'est juste cette condition-ci, que c'est de lumière, de genre lumière. Et donc évidemment, j'ai plusieurs solutions de Kastner, parce que bon, j'ai plusieurs conditions initiales possibles. Hein, mais chaque solution de Kastner correspond à ça. Alors, peut-être avant de prendre la limite BKL, et peut-être la limite BKL, je vais la prendre la semaine prochaine, mais je voudrais dire des choses pour introduire le séminaire de tout à l'heure. Donc, avant de prendre la limite BKL, il est avantageux. Toutes les variables ici ne sont pas indépendantes puisqu'il y a la contrainte h égale à 0. Une particule relativiste, vous la décrivez à l'aide de x0, x1, x2, x3, mais les variables indépendantes, c'est réellement x1, x2, x3, il y a le temps qui est dedans aussi. Donc ici, c'est pareil. Et pour tenir compte de ça, il est avantageux, et pour prendre la limite BKL, très avantageux, de projeter tout sur l'hyperboloïde. Unité. Donc je vais projeter le mouvement sur l'hyperboloïde unité, et donc les degrés de liberté physique tenant compte de la contrainte, ça va être la position sur l'hyperboloïde, et puis on a le temps. Et donc je vais faire la projection radialement. Donc si je suis ici, je projette radialement comme ça. Si je suis là, ben, la projection, donc c'est ce point-ci, c'est ce point-ci. Je dessine très mal, mais j'espère que c'est compréhensible. Et donc il va être avantageux de projeter le mouvement sur l'hyperboloïde d'unité. Et sur l'hyperboloïde d'unité, la projection va être aussi une géodésique. En fait, c'est la même chose que ce que vous connaissez de la géométrie sphérique. Donc si vous avez une sphère et vous avez une ligne droite, et vous la projetez radialement sur la sphère, ben pour ça, vous devez prendre le plan qui passe par le centre de la sphère et la ligne droite. Et un tel plan coupe la sphère le long de grands cercles qui sont les géodésiques. La géométrie hyperbolique, c'est exactement la même chose avec les bonnes traductions. Donc l'analogue de la sphère, c'est l'hyperboloïde unité. Je prends la nappe supérieure ici. Et donc j'ai une ligne droite, et quand je la projette, j'obtiens ici, sur mon hyperboloïde unité, une géodésique. Et donc le mouvement, soit je le décris comme une droite de lumière, soit je peux le décrire comme une géodésique dans l'hyperboloïde. Mais on voit que le temps, il faudra faire des rescaling de temps intéressants parce qu'évidemment, on part à... je ne peux projeter radialement sur l'hyperboloïde qu'à partir de là, hein, et ça c'est même à l'infini. Alors. Bien, alors, donc on va utiliser les deux visions pour décrire le mouvement. On va voir ça c'est Kastner, vous allez me dire qu'est-ce que ça a à faire avec la solution générale. Bon, on va voir qu'on va comprendre les choses en termes de Kastner, en fait comme BKL, mais on verra que c'est naturel ici. Donc je vous ai décrit le mouvement libre, il faut maintenant voir ce que ces termes-ci donnent, et on va le regarder à la limite BKL. Je voudrais aussi insister sur le fait qu'on a une telle description en chaque point d'espace. Donc, en chaque point d'espace, toutes les variables ici, en général, dépendent de x. Et j'aurai la même forme quadratique en les moments conjugués, même quand j'ai des champs. Quand j'ai parlé de Kastner, bien sûr, alors je suppose que les choses ne dépendent pas de x. Ça, c'était juste pour recomprendre Kastner en termes de la structure dans l'espace des métriques. Mais rappelez-vous, tout ça, c'est des champs en général. On n'a fait aucune hypothèse de simplification de gradient pour le moment. Donc, en chaque point de l'espace, on a cette structure-ci. Donc, je vais prendre la limite BKL la semaine prochaine. Mais je voudrais dire ce qu'elle va donner pour faire
un petit lien avec ce qui va venir après, mais malheureusement, le lien se clarifiera plus tard. On va voir qu'à la limite BKL, on peut remplacer ces exponentielles par des murs infinis de potentiel en ces formes linéaires. C'est-à-dire que dans l'espace des bêta, apparaît à la limite BKL, ceci va être à la limite remplaçable par une fonction, disons, θ, mais infinie. Donc 0 lorsque l'argument ici est négatif, c'est-à-dire lorsque ça c'est positif, puisqu'il y a un signe moins. C'est pour ça que j'ai mis chaque fois des moins dans la définition de mes formes linéaires. Et infini de l'autre côté. Donc on a un mur infini de potentiel. Donc on va avoir une collection de murs infinis de potentiel. Et la géométrie de ces murs infinis de potentiel, donc maintenant je vais dire les mots, mais en fait, va déterminer dans l'espace hyperbolique, donc ces murs infinis de potentiel, c'est des formes linéaires, ça va être des hyperplans. Donc je vais être plus précis la fois prochaine. Hein. On va voir que c'est chaque fois des hyperplans de genre temps, donc qui intersectent l'hyperboloïde, unité. Ils ne sont pas comme ça, ils sont toujours comme ça. Ça ne se voit pas tout de suite, mais si vous regardez les normes des vecteurs normaux, c'est toujours de genre espace avec cette métrique. Et donc je vais avoir une collection d'hyperplans de murs, donc d'hyperplans qui déterminent les murs de potentiel, déterminés par ces formes linéaires. Et il se fait que ces hyperplans vont déterminer, soit on travaille dans l'espace linéaire, soit on regarde sur l'hyperboloïde, mais vont déterminer ce qu'on appelle les chambres fondamentales de Weil, l'algèbre de Kac-Moody. De Weil ou de Weil, de Weil, je ne sais pas comment on dit. Comment vous dites Weil Weil, oui, le W. Oui. Weil, d'accord. On dit parfois des wagons, non? Je ne sais pas, je ne sais jamais. Donc, des chambres fondamentales de Weil, d'algèbre de Kac-Moody. Et donc, on va avoir un lien qui se fait avec les algèbres de Kac-Moody. Évidemment, je n'ai pas encore pris la limite, donc ceci est un peu mystérieux, mais on voit quand même déjà une structure assez intéressante qui apparaît. C'est une collection de formes linéaires en les bêta. Ça, ce n'était pas du tout garanti quand on regarde l'action d'Einstein-matière. Donc, on voit que par ces changements de variables apparaissent des formes linéaires en les bêta. On va voir que ces formes linéaires me déterminent des murs de potentiel. Donc, on va avoir des hyperplans qui sont des murs de potentiel. D'un côté de l'hyperplan, V est égal à 0, de l'autre, c'est infini. Donc, clairement, on va être confiné du côté où le V est égal à 0. Et donc, alors ça, c'est une chose. Mais en plus, on va voir que pour la gravitation pure, pour la supergravité, ces hyperplans ont la bonne idée d'exactement déterminer comme volume on peut bouger des chambres fondamentales de Weil, d'algèbre de Kac-Moody. Et donc il y a un lien qui se fait avec les algèbres de Kac-Moody. Et l'approche des billards aux symétries cachées, c'est précisément parce qu'il y a ce lien qui apparaît que ça a suggéré à nouveau d'autres directions, d'autres approches conduisaient à des conclusions analogues, a suggéré à nouveau qu'il y avait des symétries cachées de la gravitation liées aux algèbres de Kac-Moody qui apparaissent lorsqu'on prend la limite BKL. D'accord ? Donc c'est un lien très ténu que j'ai expliqué maintenant. On va entendre un exposé sur ces symétries cachées qui fait directement apparaître les algèbres de Kac-Moody. Donc là, il y aura un gap qui va être un peu diminué lors de mes exposés précédents. Donc je suis un peu désolé que la chronologie soit un peu comme ça, mais d'autres orateurs n'avaient pas la même disponibilité. Donc en fait, l'exposé suivant aurait été probablement mieux maintenant. Enfin voilà, c'est comme ça. Voilà, donc pour aujourd'hui, je vais arrêter. Donc ce que je dois faire la semaine prochaine, c'est prendre la limite BKL et vous montrer l'apparition de ces structures chambres fondamentales de Weil associées à des algèbres de Kac-Moody quand on prend la limite BKL. Donc je vais arrêter ici pour aujourd'hui et on a une interruption d'une demi-heure avant le séminaire de Guillaume. Voilà, merci.